Vidéo Big Pharma numéro 1, prise 4, action. Aujourd'hui, nous allons parler de cette merveilleuse molécule qu'est le paracétamol. Son métabolisme, ses cibles pharmacologiques, sa posologie, ses indices... Stop. Quoi? On n'avait pas dit qu'on parlerait de tout ça? Si, mais là c'est chiant. On dirait nos cours à la fac. Regarde, ceux qui sont restés se sont déjà endormis. Hein? Non, je dormais pas. Mais cible pharmaco, je sais pas quoi. Posologie, tu m'as perdu. Eh bien, c'est justement pour mettre au clair tout ça que nous sommes là. Bienvenue dans ce premier épisode qui sera centré sur le médicament le plus vendu de France, le paracétamol. Pour commencer, le paracétamol c'est cette molécule. Et t'appelles ça être plus clair ? Eh bien, je trouve que c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble. Car les médicaments, c'est un peu comme les clés qui vont dans des serrures. En fonction de la forme de la clé, on n'ouvre pas les mêmes portes. Et ici, en fonction de la forme de la molécule, on n'a pas les mêmes actions. Donc le paracétamol, vous devez plutôt le connaître sous le nom de Doliprane, Dafalgan ou encore Efferalgan, qui sont exactement la même chose. Non, les Efferalgan et effervescents. Ils ont aussi fait une forme comprimée. À savoir pourquoi. Et ils font aussi du Dafalgan effervescent. Au fait, j'ai précisé que c'était le même labo. Bref, ces médicaments, si vous êtes adulte avec moins de 65 ans et plus de 50 kg, vous avez l'habitude d'en prendre 1 gramme 3 à 4 fois par jour. Et si vous en prenez plus, on va vous dire pourquoi c'est inutile et c'est même dangereux. Mais avant que je vous explique ça, on va faire un petit récapitulatif historique car les boulettes se sont enchaînées pour la découverte de cette molécule. Premièrement, en 1878, M. Harmon Northrop Morse, chimiste américain, synthétise le paracétamol pour la première fois, et puis plus rien. Merci d'y avoir participé. Au suivant. En 1886, on découvre, à cause de l'erreur d'un pharmacien, une cousine du paracétamol. Des chercheurs vont acheter du naphtalène à la pharmacie, et le pharmacien se trompe. Il leur donne de l'acétamylide. Et comme vous pouvez le voir, l'acétamylide ne ressemble pas du tout au naphtalène, elle ressemble plutôt au paracétamol. C'est un peu comme si vous alliez à la boulangerie, que vous demandiez un pain au chocolat et qu'on vous donnait une baguette. Ça n'a juste rien à voir. Mais ces chercheurs, en utilisant l'acétamylide, se rendent compte de l'action contre la fièvre de cette molécule et la commercialisée sous le nom d'antifébrine. Les choses étaient si simples à l'époque. 2 ans après, en 1888, pour optimiser l'action de l'acétamylide, une autre cousine du paracétamol est découverte. C'est la phénacétine. Vous pouvez encore voir la ressemblance. Cette dernière est plus puissante et présente moins d'effets indésirables que l'acétamylide. Encore 1 an plus tard, en 1889, le docteur Karl Morner teste les urines de personnes qui ont consommé la phénacétine et y retrouvent du paracétamol. Ils se rendent compte que cette molécule a aussi des effets contre la fièvre et la douleur. Donc, en 1893, ils font un essai clinique avec 2 groupes pour comparer la phénacétine et le paracétamol et savoir laquelle est la meilleure. Mais une erreur fait que le paracétamol est considéré comme toxique. Et elle est oubliée pendant 50 ans. Heureusement, en 1948, 2 chimistes, Bernard Brody et Julius Axelrod, ont étudié l'acétamylide. Vous vous rappelez, la toute première molécule ? Et ils ont découvert que dans le corps, elle était, elle aussi, transformée en paracétamol. Et que c'est seulement cette dernière qui est la molécule active. Et c'est en 1960 que le paracétamol arrive en France et est commercialisé pour la première fois sous le nom de Doliprane. De nos jours, malgré les plus de 100 années d'histoire de ce médicament, on ne sait toujours pas comment il fonctionne précisément. Mais ça ne l'empêche pas de se vendre comme des petits pains. Car en 2013, ce sont 500 millions de boîtes qui ont été vendues en France. Ce nombre correspond aux médicaments contenant du paracétamol seul, destiné à la population générale. Mais si on prend en compte tous les médicaments qui contiennent du paracétamol, c'est une toute autre histoire. Et c'est justement le principal danger avec le paracétamol, c'est qu'il y en a partout. Et pour vous donner une idée, en France, en octobre 2020, il existe 207 médicaments commercialisés contenant du paracétamol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Alors, d'un côté, qu'il y ait de la concurrence et du choix a d'importants avantages. On peut avoir du paracétamol sous toutes les formes, en sirop, en suppo, en gélule, en comprimé, adapté pour les personnes plus jeunes, pour les plus âgées, associé à des dérivés de la morphine, à de la caféine, à de la vitamine C. Bref, il y en a pour tous les besoins. Et tout ça sans compter les formes utilisées à l'hôpital.
Mais en parallèle, ça peut être dangereux car il devient facile de faire des surdosages en prenant 2 médicaments que l'on pense être différents. Non mais qu'est-ce que tu veux dire par dangereux? Quand j'ai mal au crâne, j'en prends un. Parfois j'ai même pas l'impression que ça me soulage. J'en prendrais bien 2 boîtes. Merci, 2 boîtes, ouais, il va falloir le... En plus, contrairement à d'autres médicaments, je n'ai jamais senti aucun effet secondaire avec celui-là. D'ailleurs, je vais en prendre un. Eh bien, on va enfin pouvoir parler du titre de la vidéo. Tu dis que tu prendrais bien 2 boîtes? On va pouvoir raconter ce qu'il se passe si tu fais ça. Pour commencer, à la fac, on nous apprend que 10 grammes en une prise est déjà une dose létale, ou mortelle si vous préférez. C'est pourquoi, en France, les boîtes sont limitées à 8 grammes par boîte. Donc, voici ce qu'il se passe quand cet adulte moyen ingère 16 grammes d'un coup. Wow, je te permets pas de me traiter de moyen? Non, mais c'est pas pour être vexant que je dis ça. Un adulte moyen, en médecine, c'est un homme ou une femme d'environ 70 kg, âgé de 16 à 65 ans, sans comorbidité, sans autre maladie, quoi, et n'étant pas enceinte. Ah oui, en effet, ça colle. Donc, quand un adulte moyen se gobe 2 boîtes d'un coup, en moins de quelques heures seulement, la concentration maximale dans le sang est déjà atteinte. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. Ah, en effet, le paracétamol en lui-même n'est pas toxique. Ouh là là, je sens que ça va être compliqué. Ce que tu vas raconter, simplifie, sinon on va les perdre. Effectivement, comment dire? Le foie, dans notre corps, sert à plein de choses. Premièrement, il participe à l'élimination de plein d'éléments. Vous avez l'exemple de l'alcool qui est éliminé par le foie et donc il va s'occuper du paracétamol. Mais pour l'éliminer, c'est un peu comme éliminer une grosse tache. Il faut mettre du détachant au début et nettoyer à la lessive après. Et comme quand vous laissez le détachant trop longtemps, ça attaque le vêtement. Et bien pour le foie, quand il y a trop de paracétamol, il va juste le prélaver, ce qui le rend toxique et il n'aura pas assez de lessive pour l'éliminer. Donc, entre 12 et 24 heures après l'ingestion, le temps que le paracétamol toxique s'accumule et fasse ses premiers dégâts, il ne se passera rien de spectaculaire. Au pire, des troubles digestifs. Nausées, vomissements, douleurs abdos, un peu comme une mauvaise indigestion ou un lendemain de soirée difficile. Et oui, ça n'est pas grand chose comparé à ce qui va arriver. Parce que 24 heures après l'intoxication, la situation va violemment empirer. Le foie sera en très mauvais état. Et comme je vous ai dit que le foie servait à plein de choses, on va avoir plein de problèmes. Entre autres, l'intoxiqué va se colorer en jaune. Il présentera des hypoglycémies. Les reins aussi vont être attaqués. Et après avoir montré quelques signes de faiblesse, vont complètement vous lâcher. Vous tomberez dans le coma et vous mourrez après avoir souffert pendant presque une semaine. Mais je vous rassure, tout ceci c'est lorsque l'on ne respecte pas les doses et si on ne vous prend pas en charge à temps. De plus, la rapidité des événements varie en fonction de la dose et de l'état de base de la personne qui s'est intoxiquée. Que l'on soit clair, si vous suspectez une surdose au paracétamol, volontaire ou pas, chez vous ou chez l'un de vos proches, il faut immédiatement appeler le 15. Ils vous diront quoi faire. Si c'est pris en charge durant les toutes premières heures, on peut toujours laver votre estomac et diminuer la dose qui va aller dans le sang. Et s'il est trop tard, il existe un antidote, le N-acétylcystéine. Il dit qu'il voit pas le rapport. Oui, bon, ok, on ne va pas vous donner la forme contre la toux que vous trouvez à votre pharmacie. Il existe une forme spéciale réservée à l'hôpital que l'on administre en intraveineux. Et pour rester dans l'analogie pré-lavage-lavage, cet antidote permet au foie de reconstituer la lessive qui va éliminer le paracétamol toxique. Et en dernier recours, si c'est trop tard, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est la greffe du foie, ce qui implique un traitement en vie, on en reparlera. Donc il faut tout faire pour éviter d'en arriver là. Oui, mais ça, c'est si tu prends 2 boîtes entières d'un coup. On est large. Oui, effectivement, si un adulte moyen prend une double dose d'un coup, il ne va pas mourir, ne va pas perdre son foie. Mais cette double dose ne rendra pas le médicament plus efficace et il le rendra uniquement plus toxique. Si l'effet du paracétamol n'est pas suffisant, il faut passer à d'autres médicaments. On en reparlera peut-être. Et sinon, je vous renvoie vers cette vidéo. De plus, jusqu'à maintenant, nous parlons d'un adulte moyen. Pour eux, on vous disait en début de vidéo que la dose classique est de 1 gramme par prise à renouveler entre 6 et 8
8 heures en fonction des symptômes. Au minimum, il faut 4 heures entre chaque prise, mais vraiment pas moins. Et tout ça sans dépasser 4 grammes par jour. Un comprimé à 1 gramme ou 2 gélules à 500 mg, c'est déjà immédiatement efficace. Si l'on reprend une dose, c'est pour maintenir l'efficacité dans le temps. À cette dose, s'il n'y a pas d'autres problèmes de santé à côté, l'utilisation du paracétamol est sûre. Pour le reste de la population qui peut être plus sensible à la toxicité du paracétamol, ils ont simplement des doses plus faibles. Simplement, pas tant que ça. Hein. Même les labos entre eux ne se sont pas mis d'accord. Ils ont pas les mêmes notices. Quoi? Oh les Non mais c'est pas possible. Et après on s'étonne que les gens ne comprennent pas et fassent n'importe quoi. Bref, pour faire simple, quelque chose qui est commune à toutes les notices, c'est qu'il faut utiliser la dose journalière la plus faible possible et qu'il ne faut pas dépasser les 3 grammes par jour pour ces populations-là. Donc, on peut conseiller aux personnes qui pèsent moins de 50 kg et aux personnes à risque de commencer par prendre 500 mg en une prise. Si ce n'est pas suffisant, ils peuvent monter jusqu'à 1000 mg en une prise. Mais ne jamais dépasser 6 doses de 500 mg ou 3 doses de 1000 mg dans la journée. Quoi? Oui, quoi? J'ai l'impression que c'était clair. Non, mais tu parles de personnes à risque. C'est qui ces personnes à risque? Ah oui, effectivement. Dans ce cas, les personnes à risque, ce sont les personnes âgées, plus de 65 ans en général, les personnes qui ont des problèmes de foie, greffe, cancer, hépatite, les alcooliques chroniques, ceux-ci ont déjà le foie bien endommagé, les personnes malnutries chroniques, et encore d'autres troubles de santé plus rares et trop complexes à expliquer pour cette vidéo. Pour les enfants, contrairement à d'autres médicaments, l'utilisation du paracétamol dans cette population est suffisamment répandue pour que les industriels développent des formes plus simples et plus adaptées. Comme la dose dépend du poids de votre enfant, vous retrouvez des doses unitaires en sachet ou en suppositoire classées par poids. Et pour les plus petits, pour les moins de 2 ans, il existe un sirop avec une pipette graduée en kilos. Si votre enfant fait 5 kg, vous prélevez jusqu'à la barre de 5 kg sur la pipette et dans tous les cas, vous attendez toujours entre 6 à 8 heures entre chaque prise. Et si vous perdez cette pipette, ne lui donnez pas au hasard. Allez voir votre pharmacien. Oh non, mais le calcul est super compliqué. Il faut calculer la concentration du sirop pour savoir combien de milligrammes de paracétamol il y a, donc combien de millilitres, pour pouvoir enfin lui administrer uniquement 15 mg par kilo. Non, c'est mort. Ah oui, et donc tu veux que ce calcul soit fait par les parents. Oh, ça serait un bon moyen de réduire ta patientèle. Ah oui, effectivement. Bref. Et enfin, les plus graves insuffisants rénaux, eux, ne doivent pas prendre plus de 500 mg toutes les 8 heures. Ceux qui sont sous dialyse se reconnaîtront et on pourra en reparler dans une autre vidéo. Bon, vu que j'ai déjà pris 1 gramme de paracétamol il y a moins de 6 heures et que j'ai encore mal au crâne avec tout ce que tu m'as raconté, je peux prendre quoi de plus fort? Rien qu'il ne soit sans ordonnance. Je ne suis que pharmacien après tout. Et oui, il ne faut jamais oublier que c'est un traitement symptomatique. Il apaise les douleurs d'intensité légère ou modérée et il fait baisser la fièvre. Mais il n'élimine ni la cause de la douleur, ni la cause de la fièvre. Dès que le problème dure plus que quelques jours, 3 pour la fièvre, 5 pour la douleur, ou que la douleur est insoutenable, même sous paracétamol, il faut consulter un médecin pour voir si ce n'est pas plus grave ou si votre corps n'a pas besoin d'autres soins. En plus, c'est un médicament remboursé, donc si vous en avez besoin, c'est toujours ça de gagner. Pour vous donner des exemples, certains maux de tête sont des migraines, et celles-ci ont des traitements adaptés dont on pourra parler dans une autre vidéo. Pour les infections bactériennes, il faut des antibiotiques. Mais rappelez-vous du slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Cela correspond aux infections virales qui, si elles sont bénignes, c'est-à-dire que l'on présente juste de la fièvre et des courbatures et de la toux durant quelques jours, un peu comme avec une grippe ou une laryngite, dans ce cas, le paracétamol vous suffira le temps que votre système immunitaire réagisse et élimine l'infection. Et un petit sirop contre la toux ? Si la toux est sèche et vraiment gênante, pourquoi pas. Mais attention car ça peut endormir. Et on oublie l'aspirine et les anti-inflammatoires en automédication. Hein ? Quoi ? Pourquoi on doit les oublier? C'est quoi l'automédication? Ça fait beaucoup trop d'infos pour cette vidéo. Il faut conclure. Dans les doses recommandées, c'est un traitement symptomatique, sûr et efficace contre les douleurs et la fièvre, qui peut être pris sans ordonnance, ponctuellement, 3-5 jours, et plus avec l'avis d'un médecin. Il peut être pris pratiquement par tout le monde, même les enfants et les femmes enceintes. C'est un traitement de choix contre les infections virales bénignes, car il traite les symptômes sans risquer d'accentuer l'infection. Avec tout ça, j'espère que
vous avez compris pourquoi le paracétamol peut rapidement devenir dangereux si on dépasse les doses recommandées. Car, comme tout médicament, c'est la dose qui fait le poison. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas faire n'importe quoi avec les médicaments. Et le fait qu'ils ne soient pas disponibles aussi facilement qu'un paquet de chips au Leclerc, ce n'est pas juste pour que notre métier de pharmacien subsiste, mais c'est surtout pour éviter que la population, qui n'est pas assez informée sur les dangers du paracétamol, s'intoxique. Prenez uniquement le bon médicament au bon moment et on pourra se revoir pour la prochaine vidéo. A plus.